Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, le réchauffement climatique. On en entend parler, on entend beaucoup de choses à ce sujet, ISR, ESG, impact. On ne sait pas vraiment comment s'y retrouver, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour votre portefeuille, éventuellement, que sur les approches. On comprend bien que les enjeux pour les caisses de pension sont multiples. Le premier enjeu durable qu'ils ont, c'est de payer des rentes. Combien de temps cette raison ou cette excuse suffiront, ça c'est une question. Quand est-ce que les autorités vont mettre en place des réglementations qui ne vous laisseront plus le loisir de décider si oui ou non vous allez mettre des critères ESG, ISR, impact dans votre portefeuille? La raison est simple, on a COP21, on a la taxonomie chez nos voisins européens. Ne croyez pas que notre îlot suisse sera préservé très longtemps et surtout ne croyez pas que nos enfants, si vous avez la chance d'en avoir, voudront vivre dans un monde qui va de plus en plus se réchauffer. Moi-même, je suis né à moins 2 mètres sous le niveau de la mer, aux Pays-Bas. Autant vous dire que 3-4 degrés de plus, mon village, je vais devoir l'explorer en combinaison de plongée. Donc autant vous dire que personnellement, je suis plutôt convaincu, je ne suis pas du tout sceptique. Pour moi, c'est inéluctable qu'il faudra prendre des mesures dans les portefeuilles. Aujourd'hui, Jean-Philippe va nous parler d'une feuille de route durable qui permettra justement de contenir vos investissements, ou plutôt d'effectuer des placements pour respecter cet objectif de 2 degrés. C'est du learning by doing, comme on le fait depuis le début avec l'ESG, parce qu'il y a tellement de terminologies différentes, on ne sait pas très bien où aller, tout le monde a peur de faire un premier pas parce qu'on a peur de faire un faux pas. Vous n'êtes pas obligé de commencer par tout un portefeuille, vous pouvez le faire petit à petit. Et une méthode, c'est déjà de faire une analyse de où se situe votre portefeuille en termes de réchauffement climatique. Je passe la parole à Jean-Philippe. Merci Hendrik. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, Jean-Philippe Desmartins, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la finance durable. Je suis basé à Paris, vous reconnaîtrez que je suis français, mais j'ai été sauvé puisque j'ai épousé une Suissesse du canton de Neuchâtel il y a 20 ans, donc tout va bien. Le sujet du climat, alors avec le Covid, on en a un peu moins parlé, puisque effectivement c'était un gros sujet 2015-2019 avec les accords de Paris. Avec le Covid, on a vu quelque chose, je ne sais pas si c'est intéressant, mais vous avez eu une diminution brutale des gaz à effet de serre qu'on n'avait pas vu depuis 2008-2009, moins 7% au niveau mondial, mais dès 2021, on repart à plus 5%. Ce que ça a permis de poser le Covid, c'est tout simplement nous rappeler à ce qu'est la durabilité. C'est un équilibre à trouver entre les questions économiques, environnementales et sociales. Et donc c'est pour ça qu'on parle, quand on parle de transition, on parle de transition environnementale et énergétique, mais aussi de transition juste. C'est d'ailleurs dans la votation de dimanche un des sujets, vous allez voter dimanche sur le sujet CO2. Et ça rappelle aussi l'importance de trouver les équilibres. Par exemple, en Pologne, on va fermer des mines de charbon. Qu'est-ce qu'on fait des dizaines de milliers de mineurs, de leurs familles et des territoires concernés? Et dans la durée, ce qui fera que ça marchera, c'est de trouver cet équilibre économique, environnemental et social. Vous avez un petit curseur là, c'est Potsdam. Vous avez un grand centre de recherche sur la météo et le climat et qui, en temps réel, presque très régulièrement, chaque semaine, chaque mois, met à jour en fonction des avancées ou des reculs au niveau des États, au niveau mondial, la projection en 2100 de la température. Donc aujourd'hui, on est à peu près à plus de 9. L'objectif étant 2 degrees and below, voire 1,5 degré. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'entre 1,5 degré, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, les conséquences sont colossales. En fait, on se dit toujours finalement plus 4 degrés, c'est pas gênant, je mettrai un pull en moins et puis la facture sera moins élevée l'hiver, etc. En fait, c'est un peu plus compliqué. On ne sait pas ce que plus 4 degrés donnerait, ça c'est la notion du scénario business as usual de l'Agence internationale de l'énergie, mais on sait ce que c'est que moins 4 degrés. Il y a quelques dizaines de milliers d'années, il y a eu moins 4 degrés en Europe et ça veut dire qu'il y avait les 2 tiers de l'Europe sous les glaciers. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des conséquences s'il n'y a pas un travail collectif sur le climat dans les prochaines années, et là on parle déjà des années 2020, pour tempérer cette température. Alors ça sera difficile d'aller être 1,5 degré parce qu'on est déjà à 1 degré aujourd'hui, en gros, pour 100 ans. Là, on l'a pour les 100 prochaines années. Et donc même les Nations Unies disent qu'on sera déjà à 1,5 degré dans quelques années. Donc là, l'enjeu, il est quand même d'être sur des logiques, on va dire, entre 2 et 3 degrés. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a de la régulation.
Moi, je suis un ancien entrepreneur, donc ce n'est pas forcément ma tasse de thé, la régulation. Parce que j'aime bien plutôt le côté marché, business, client, voilà, réussir ensemble. Mais c'est vrai que la régulation, alors, elle est globale, accord de Paris, elle est européenne, là je vous ai mis quelques informations, et puis elle est en Suisse, puisque je vous évoquais la votation de dimanche, mais il y a aussi décembre 2020, il y a quelques mois, la Suisse s'est engagée, comme 50 autres pays qui représentent 75% du PIB mondial, donc le Japon, les États-Unis, etc., sur le zéro net 2050. Ça veut dire des efforts en fait colossaux pour maintenir cette température. Ça a l'air facile à dire, mais je peux vous dire que quand on voit les conclusions, c'est extrêmement engageant. La bonne nouvelle, c'est que la Suisse est bien placée, a énormément d'atouts dans tous les domaines, mais c'est extrêmement engageant. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'au niveau global, il y a maintenant des langages communs qui se mettent en place et qui, y compris, sont reconnus par Berne. La TCFD, c'est à l'initiative du G20 que le G20 a ordonné il y a quelques années. Il faut qu'on ait un framework, des guidelines communs sur comment une entreprise, un investisseur va construire le squelette d'une réflexion sur le climat. Donc elle est bien foutue, elle est très pragmatique, très pratico-pratique. Donc je pense que pour les gens qui l'ont déjà utilisée comme nous, elle est sympathique. Un autre langage commun là au niveau des entreprises, pour piloter ces objectifs de climat, c'est ce qu'on appelle les SBT, les Science Based Targets. Et donc les entreprises, surtout dans les secteurs à forte intensité carbone, donc c'est par exemple les utilities, l'énergie, les constructeurs automobiles, etc. Puisque le sujet en termes de risque climat, en fait, il est très concentré. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas... voilà, vous avez quelques secteurs, et par exemple au niveau mondial, pour les investisseurs comme vous, que ce soit en equity ou en fixed income, elle se concentre sur 180 grands émetteurs dans le monde. Donc on n'est pas en train de parler de dizaines de milliers d'entreprises. Par exemple, en Suisse, ça sera Holcim ou ça sera Nestlé, avec la filière agricole, l'amont, l'enjeu majeur de la filière agricole. Et dans Science Based Targets, en fait, les entreprises, pendant des mois, voire des années, travaillent avec un pool d'experts, dont le WWF, que vous connaissez bien en Suisse, puisque c'est ici en Suisse que vous avez les racines de WWS, et se positionnent pour tenir ces engagements. Alors, vous rappelez que vous avez un peu les différentes estimations de qu'est-ce qui peut se passer d'ici entre 2021 et 2100, avec des effets de latence très forts. Alors, il y a 3 indicateurs de risque. C'est ce qu'on appelle les scope 1, scope 2, scope 3, de mesure des gaz à effet de serre, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Les 2 principaux étant le CO2, c'est pour ça que votre loi s'appelle loi CO2, mais il y a d'autres gaz à effet de serre importants, dont le méthane. Et donc, les entreprises, elles émettent des gaz à effet de serre, soit c'est ce qu'on appelle des émissions directes, parce que leur production, c'est par exemple une utilities, génère des gaz à effet de serre pour produire de l'électricité. C'est direct. Et puis, ça peut être aussi en utilisant de l'énergie. C'est le plus facile à mesurer. Ça, maintenant, en gros, c'est stabilisé. Il y a 20 ans, ce n'était pas du tout le cas, mais maintenant, c'est stabilisé. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Donc là, c'est les risques. Et là, c'est l'amont et l'aval de production. Donc, par exemple, quand vous prenez Nestlé, puisqu'on est à Vevey, on est obligé de parler de Nestlé, l'enjeu majeur climat d'un Nestlé, c'est son sourcing, c'est sa chaîne d'approvisionnement. Et par contre, pour un constructeur automobile comme BMW, ça va être l'aval, ça va être l'usage du véhicule. Et ça, c'est mesuré dans le scope 3, c'est l'essentiel en termes de risque. C'est beaucoup plus compliqué, mais en termes de data et de modèles, ça s'améliore. Et donc, il faut être patient. Je prends toujours l'exemple de la voiture électrique. Il y a déjà 100 ans, il y avait une voiture électrique qui roulait, qui s'appelait À jamais contente, qui était en forme d'obus, qui avait été inventée par des ingénieurs belges et français. Elle roulait sur 100 mètres. Vous avez vu que maintenant, une Tesla, c'est un peu mieux, quoi. Donc, on est sur ces dynamiques. Et la bonne nouvelle, donc on n'est pas que dans des logiques de mouchoirs, il y a aussi des opportunités, c'est ce qu'on appelle le scope 4, c'est-à-dire que vous avez des activités qui permettent d'éviter, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça va être par exemple l'isolation des bâtiments, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, etc., etc., etc. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est l'ensemble de ces outils qui vont vous permettre de mesurer au niveau des entreprises, des acteurs économiques, mais aussi au niveau d'un pays, comment ça se passe. Alors ça se passe de façon simple, c'est qu'un investisseur, d'où qu'il soit, il va un petit peu comme il a une réflexion stratégique d'allocation d'actifs, se dire, voilà, j'ai tous mes portefeuilles, etc., mon horizon de temps,
il va se dire il faut que j'ai une feuille de route climat pour de façon qualitative positionner un peu mon curseur et mon sujet. Et donc il va qualifier des activités qui sont plus dans les problèmes en matière de climat et puis des activités qui sont plus dans les solutions. Et puis il va pouvoir travailler avec différents outils. Donc je vous en donne un parce que quand on a travaillé sur notre propre feuille de route climat fin 2017, qu'on a mis à jour début 2020 et qu'on remettra à jour début 2022, on est vraiment dans des logiques de démarche d'amélioration continue. Il n'y a pas du tout un truc créé. Moi, j'ai démarré il y a 20 ans, on n'avait aucune information, donc on jetait les filets, on testait. La bonne nouvelle, c'est qu'on a plus de 20 ans de courbe d'expérience, donc on progresse. Là, c'est pareil. Et donc, vous avez par exemple un outil du MIT en open source, nos amis américains qui travaillent beaucoup sur les sujets de climat. Et là, en fonction des choix que vous allez faire sur les solutions ou les risques, va vous donner, avec les horizons de temps, est-ce que ma stratégie de feuille climat, elle répond bien à 2 degrés ? Donc, par exemple, si l'Agence internationale de l'énergie vous dit « faut continuer à investir dans le nucléaire », mais vous dites « non », et vous allez mettre non au nucléaire, et puis vous allez dire « du coup, je vais investir plus dans le renouvelable, etc. » Et à la fin, vous pouvez construire votre feuille de route. Je vais vite sur des... Mais l'idée, c'est qu'il y a des outils simples, robustes, qui vous permettent de vous éclairer sur les grandes masses. On n'est pas dans des logiques de granularité trop compliquées. Cette feuille de route avec le TCFD va vous permettre de construire. Vous avez un peu les différentes étapes. Donc je vous la recommande puisque c'est Berne a recommandé à tout le monde en Suisse d'utiliser le TCFD comme l'ensemble des pays du G20, etc., etc. Alors ça peut avoir comme conséquence que vous allez identifier avec des horizons de temps différents le court terme. Alors le court terme, quand on parle de durabilité, c'est 5 ans. Le moyen terme, c'est plutôt... vous voyez quelque chose comme une dizaine, quinzaine d'années. Puis le long terme, on peut parler de 2050. Vous êtes des caisses de retraite, vous travaillez pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous avez des gens qui vont cotiser chez vous pendant 50 ans, même plus. Donc on a le droit de parler de long terme. Et vous allez identifier des activités qui sont plus pénalisantes en termes de climat. Et puis vous allez le qualifier dès aujourd'hui, parce que... c'est sûr que si vous dites tout à 2050, il y a beaucoup de gens qui vont dire « oui, mais moi je serai déjà à la retraite en 2050, donc ton sujet ne m'intéresse pas ». Donc c'est important d'avoir des curseurs qui mettent en avant les enjeux immédiats. Et après, vous prendrez des décisions en fonction de ce genre d'outils. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que des risques, donc il n'y a pas que le mouchoir, mais il y a aussi des idées d'investissement que vous pouvez avoir et que vous pouvez décider d'allouer. L'idée étant pas d'être dans des logiques d'exclusion ou autres, mais c'est de connaître un petit peu qu'est-ce que ça donne dans vos investissements, le climat. Moi, je dis toujours, l'investisseur au 19e siècle, il a appris à mesurer son rendement. Au 20e siècle, il a appris avec toute la modestie le risque associé, parce que vous savez que c'est un débat sans fin et que ça soit des approches simples ou compliquées, personne n'est d'accord. Mais enfin, en gros, maintenant, on a en gros une courbe rendement de risque. Et le 21e siècle, c'est ça, c'est d'être aussi en capacité d'avoir une idée. Ça donne quoi l'impact ? C'est-à-dire la mesure sociale et environnementale des investissements. L'exemple là appliqué étant le climat. Donc l'idée, c'est que vous ayez cet outil de pilotage, et c'est en gros le 21e siècle tel qu'on peut le présenter, avec des idées d'investissement. Donc l'idée étant d'investir plus. Donc ça peut être par exemple, si vous allez être attentif à tout ce qui est viande de ruminants en risque, la filière végétale, c'est aussi le présent et l'avenir. Voilà des petits outils de mesure. Alors évidemment, et ça c'est le langage commun des investisseurs institutionnels dans le monde entier, y compris bien sûr en Suisse, c'est tout le travail de dialogue et d'engagement lié aux assemblées générales avec la politique de vote. Ça, on parle évidemment de tout ce qui est placement en action, mais je souligne l'importance aussi d'avoir un dialogue et un engagement sur le fixed income. Si ça vous intéresse, on pourra y revenir, mais il ne faut jamais oublier aussi la dimension dette, parce que les entreprises viennent régulièrement avec de la dette, et vous pouvez avoir un langage de responsabilité extrêmement important. Vous avez plusieurs choses possibles. Là, on reste concentré sur l'investissement des entreprises, que ce soit en dette ou en equity. Elles communiquent sur leurs émissions Scope 1 et Scope 2. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du bottom-up. De plus en plus d'entreprises, ces datas sont certifiées par les auditeurs externes. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne communiquent pas ces datas. Donc, vous travaillez sur des estimations compte tenu du secteur, des implantations géographiques, etc., etc.
Et donc, vous pouvez avoir une idée de votre intensité de carbone rapportée aux millions de francs suisses investis dans votre portefeuille. L'idée, et je suis d'accord avec vous, c'est qu'il n'y a pas de normes, il faut attendre, ça va venir, hein, c'est le sens de l'histoire. Et donc, ce qui est important, c'est, avec les outils que vous allez choisir d'avoir, c'est de véritablement regarder la démarche d'amélioration. C'est-à-dire que, par exemple, un provider va vous dire, votre portefeuille, il est à 2,4 degrés, et un autre vous dira, il est à 2,7 degrés. Et ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il vous donne par rapport à un benchmark. Donc, vous êtes à 2,4 degrés par rapport à 3,2 degrés. Et après, c'est d'être dans une logique de progression. Et puis, parce qu'on est d'accord qu'on est en termes de tâtonnement sur les méthodos et la data. Mais vous avez quand même des choses qui vous permettent d'avancer. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est le plus courant. C'est ce qu'on appelle l'intensité carbone, mais il n'est que partiel parce que c'est scope 1 et scope 2. Alors il y a un autre outil qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'alignement de degrés, où là vous avez des méthodologies qui vous permettent d'avoir une température qui s'appuie cette fois non seulement sur le scope 1 et 2 dont on a parlé, mais aussi sur le scope 3, qui est l'essentiel en termes de risque des émissions de gaz à effet de serre. Puisque quand on prend le secteur automobile, à 85% de l'impact, c'est l'usage de l'automobile. Donc c'est notre responsabilité. Mais quand on va avoir une vision globale, il faut intégrer aussi ce scope 3. Et puis la bonne nouvelle, même si on ne peut pas parler de net, c'est qu'il y a aussi le scope 4 dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les solutions qui vont venir améliorer le profil climat de vos portefeuilles. Et donc vous pouvez avoir... commencer à vous dire, tiens, qu'est-ce que ça donnerait sur des portefeuilles, en sachant que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des portefeuilles bien meilleurs que d'autres. La bonne nouvelle, c'est que par exemple, la Suisse est en pointe à la fois en matière de durabilité, si vous pensez à dette souveraine, et en matière de climat. Donc là, votre dette suite elle est toujours dans le top 5 sur des sujets climat ou durabilité, ça c'est une bonne nouvelle. Mais par exemple, si vous avez des portefeuilles de dette en zone émergente, là vous allez vous rendre compte qu'il y a des sujets beaucoup plus majeurs. Voilà sur cet aspect. Donc pour répondre à votre question, il y a déjà des choses qui permettent de travailler. Ce n'est pas parfait, mais on progresse. Voilà. J'étais volontairement relativement court pour laisser place aux échanges et puis à vos questions, bien sûr. La question, peut-être qu'il faut souligner, c'est qu'un comité de placement d'une caisse de pension, d'abord doit se mettre d'accord de ce qu'ils veulent faire. Je pense que si vous arrivez à trouver un langage commun, si vous avez par exemple votre directeur de caisse de pension qui est plus volontaire que d'autres membres ou certains membres, c'est déjà de se mettre d'accord sur l'objectif poursuivi. La question que je reprends depuis le début, c'est pas un luxe, c'est pas une option, c'est inéluctable. Le réchauffement climatique, il est là, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit trumpiste ou pas, on le verra bien, tôt ou tard, il se manifeste. L'être humain a certainement accéléré ce réchauffement. Donc, si on part de ce constat et qu'on admet ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement aider? C'est de nouveau un travail d'ensemble. Jean-Philippe le disait bien, ce n'est pas nous à notre niveau, mais c'est nous tous ensemble qui pourrons faire qu'on puisse contenir ces 2 degrés. Maintenant, si vous êtes d'accord, vous pouvez aussi regarder déjà ce qui se fait sur le marché. Certaines caisses de pension publiques, comme par exemple la Caisse de pension de l'État de Genève, a une charte de durabilité que vous pouvez consulter. C'est ouvert. Est-ce que vous y adhérez ou pas? Qu'est-ce que vous feriez différemment ou pas? Est-ce que vous voulez plutôt de l'impact? Est-ce que vous voulez plutôt de la gouvernance? Est-ce que vous voulez plutôt du social? C'est tout plein de questions auxquelles, une fois, il faut simplement répondre en toute franchise. J'ai entendu une caisse de pension qui a fait dernièrement passer un questionnaire pour savoir quels étaient les points dans les investissements qui les touchaient ou pas par rapport à la durabilité. De nouveau, le premier objectif durable, c'est de verser des rentes. Oui. Mais si vous pouvez le faire plus longuement en évitant, parce que les modules comme ça de ESG Impact permettent aussi d'avoir une sorte de module de risque. Ça vous permet d'éviter certaines entreprises qui aujourd'hui ont une exposition climatique, qui auront des stranded assets, comme on dit, des avoirs échoués, c'est-à-dire les pétrolières qui ont investi sur des choses qui, à l'avenir, ne seront plus utiles si on change l'approvisionnement énergétique et qu'on se débarrasse du fossile.
C'est tout des questions qu'il faut bien sûr avoir. Il ne faut pas en avoir déjà honte. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Parce que là, il le disait aussi, Jean-Philippe, on fait du tâtonnement. Depuis le début, on fait du tâtonnement. En 2000, quand on parlait de durabilité, je peux vous dire qu'on n'était pas loin d'être considérés comme des véganes, machin truc, intégristes, je ne sais pas quoi. Des hippies qui se sont réveillés un peu trop tard après 68-69. C'était ça en 2000. C'est pas si loin que ça. Aujourd'hui, on est peut-être un peu plus sensible. Il ne faut pas non plus tomber dans le catastrophisme, mais il faut réaliser qu'il y a quelque chose qui est nécessaire d'être fait. Et le premier pas, c'est de se poser où est-ce que nous, on se situe. La bonne nouvelle pour vous, caisse de pension suisse, c'est que l'indice des actions suisses, à part Holcim et Syngenta, bon, ça s'est réglé tout seul, mais Holcim, vous le sortez, vos actions suisses vont déjà plutôt se qualifier toutes en matière de durabilité. La même chose pour votre portefeuille obligataire suisse. Il sera durable aussi. Après, vous prenez l'immobilier. Votre poche immobilière, en fait, vous faites de l'ESG sans le savoir sur la poche immobilière. Parce que vous regardez où votre immeuble est situé, est-ce qu'il est bien isolé ou pas, quels sont les matériaux utilisés ou pas, l'amiante, est-ce qu'il y a des transports publics ou pas, y a-t-il des écoles ou pas, y a-t-il des commerces à proximité ou pas. Et finalement, parce que pour vous, c'est d'avoir un rendement sur l'immeuble, mais plus vous répondez positivement par rapport à ces points, comme quoi l'immeuble se qualifie pour ces points-là, plus vous avez un immeuble qui sera bien valorisé et où les gens seront prêts à payer un peu plus pour le loyer, donc votre rendement s'améliore. Mais mine de rien, si vous répondez à ces quelques questions par oui, pour les critères de sélection d'un immeuble, vous faites déjà de l'ESG. Donc, automatiquement, c'est pas si loin, c'est pas si sorcier. Et puis après, de nouveau, comme le disait Jean-Philippe, le risque climatique se situe surtout sur quelques titres de votre portefeuille. Et la question est de savoir lesquels, pour éliminer aussi ceux à controverse, ça aussi on est déjà d'accord. Est-ce qu'il faut des critères d'exclusion ou non? Est-ce qu'il faut le best in class, le best in universe? C'est un chenille, on peut en parler quand vous voulez. Moi c'est mon dada, j'adore ça, parce que je pense que c'est de nouveau inéluctable. Et la question est de savoir, c'est qu'est-ce que vous, aujourd'hui en tant que caisse de pension, vous êtes prêt à faire, en sachant qu'aujourd'hui la question ne se pose plus, tiens, je vais prendre de l'ESG et je sacrifie le rendement. Cette excuse-là n'est plus valable parce qu'on a réussi à trouver maintenant des méthodes, des approches qui font que votre tracking error n'est pas si grand et que le rendement ou le coût des instruments utilisés ne sont plus un surcoût. Effectivement, pour compléter ce que vient de dire Hendrik, avec 20 ans de recul, moi quand j'ai démarré il y a 20 ans, la question qui occupait 90% des échanges, c'est mais vous venez avec ces sujets de durabilité, que ce soit social ou environnement ou autre, et avec ces nouveaux, vous ne maîtrisez pas, je vous ai dit, on lançait les filets il y a 20 ans, et donc qu'est-ce que ça va impacter sur mon coût de rendement risque? Donc c'était la grande question. La bonne nouvelle, 20 ans après, avec aussi bien à travers les travaux académiques et tous les praticiens partout, c'est qu'en moyenne, je dis bien en moyenne, c'est que vos placements soient ESG ou pas, vous allez avoir en moyenne le même résultat financier. Donc si on prend Pascal, le fameux pari, vous gagnez quoi qu'il arrive, et donc vous pouvez aussi vous pencher sur l'impact et la valeur ajoutée sociale et environnementale de vos portefeuilles. Au-delà même de la régulation qui va de toute façon, c'est une question de mois ou d'années, venir vous le demander. Donc la bonne nouvelle, c'est que il y a 20 ans, on aurait passé 90% du temps sur ce sujet-là. Et la bonne nouvelle, c'est que, et si ça vous intéresse, on pourra vous envoyer les différents travaux là-dessus, c'est que ce point qui est majeur pour tout le monde, il est réglé.